Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre en Savoie pour partir à la rencontre d'Alexandrine Bastien, éleveuse de vaches tarines et productrice de fromage en AOP Beaufort. J'ai rencontré Alexandrine par l'intermédiaire d'un projet que je mène par ailleurs avec la coopération laitière. Je devais l'interviewer pour leur podcast qui s'appelle Cop de lait, que je vous recommande d'écouter, qui est disponible sur Spotify, et en fait où on montre le rôle des coopératives pour assurer le renouvellement des générations. Bref, quand je découvre le parcours d'Alexandrine et en voyant sa richesse, j'ai tout de suite proposé à Alexandrine et à la coopération laitière de faire un épisode La Clé des Champs complémentaire sur son parcours. Alexandrine et son mari sont installés il y a maintenant 5 ans en tant qu'éleveurs laitiers en AOP Beaufort en Savoie. Et en fait, ils sont non issus du monde agricole. Ils ont sauté le pas parce que Alexandrine a fait un burn-out à l'hôpital, elle était aide-soignante et puis un jour, elle a craqué. Et alors, il s'en est suivi un parcours semé d'embûches, notamment parce qu'ils n'avaient qu'une idée en tête, s'installer seuls et apprendre par eux-mêmes. Les galères se cumulant, tout indiquait à cette famille originaire des Ardennes d'abandonner le projet, mais à force d'abnégation, de remise en question et d'ouverture d'esprit, ils ont réussi leur pari. Dans cet épisode, Alexandrine nous raconte son parcours du combattant pour devenir éleveuse dans ces belles montagnes. Vous le verrez, c'est une vraie force tranquille qui sait tirer le positif de ces obstacles qu'elle rencontre. Franchement, leur parcours et la manière dont ils se sont accrochés m'ont impressionné. Bref, un épisode riche d'enseignements, quels que soient les projets ou les aventures que vous souhaitez mener. Bonne écoute! Et voilà, je suis arrivée en Savoie, dans le village de Navette, après avoir monté un bon petit quart d'heure bien en haut de la montagne, comme on aime, avec des tournants dans tous les sens. Et maintenant, j'attends Alexandrine qu'elle vienne me chercher, puisque y a pas vraiment d'adresse ici pour retrouver son exploitation. Allô? Oui, Alexandrine, c'est Louise. Oui, salut. Ça va? Ça va, tu t'es perdue ou Non, c'est bon, je suis garée à l'entrée du village. Ah, mais il faut que tu continues de venir en voiture. Ok. Donc, tu continues toujours tout droit. Ça marche. Oui, je vois le toit de ta voiture. Ah oui, c'est bon, je te vois. À tout de suite. À de suite. Vous voulez boire un café ou quelque chose ou... Moi, j'irai pas un petit café. Ouais. Vous n'avez pas peur des gros chiens? Non, ça va. Si tu me dis qu'il est gentil, c'est bon. Alors oui, juste dans le premier abord, vous lui touchez pas sa tête. C'est très beau, hein, là où vous habitez. Ouais, c'est la plus belle vue de Tarentaise. Hein, Ah merci. T'es gentil. Allez, tu dis bonjour. Oh punaise. Oh punaise. Salut. Il a... On va voir les vaches. Oh, elles sont trop belles. Ça va, oui. T'en as combien? Donc là, on a 26 et 26, 27, 28, 28 et de l'autre côté, elles sont prêtes à véler là-bas. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Bon, on est au milieu de tes vaches. Elles Oui. sont vraiment magnifiques. Merci. Tu les connais toutes par leur prénom? Oui. Bon, et alors pour démarrer cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Alexandrine Bastien. J'ai 44 ans, je suis originaire des Ardennes et ici tu es en Savoie sur mon exploitation agricole sur laquelle je suis installée avec un associé et mon mari. Et alors là, t'as combien de vaches? J'en ai 65. Ah oui, c'est impressionnant. Elles sont magnifiques, hein. Merci. C'est des tarines. Oui, 100% tarine. Pourquoi ce choix? Parce que dans la zone Beaufort, on peut faire le Beaufort qu'avec la tarine ou avec l'abondance. Sachant qu'ici on est en Tarentaise, c'est le berceau de la vache tarine. Et en fait, les exploitants d'avant, donc mon associé, ont décidé de faire du 100% tarine pour préserver la race locale en fait. Ok, et c'est quoi les qualités de cette vache? Eh bien, c'est qu'elle est plus courte sur pattes, donc elle s'adapte très très bien dans le milieu montagnard en fait. Plus une vache est haute, plus elle va aller se casser une patte ou des rochers. Donc c'est de la petite vache très robuste. Elle est d'ici, donc elle peut que se plaire dans nos montagnes. Oui, parce qu'on est vraiment en montagne. J'ai sacrément monté pour venir te rejoindre quand même. C'est ça, donc Navette, on est ici l'exploitation, elle est à peu près à 1150 à peu près.
Ouais, ça commence à faire haut. Et alors là, donc, on va arriver au début du printemps. Les vaches, elles sont à l'intérieur. Tu peux nous raconter, c'est quoi une année type pour elles? Et ben c'est 6 mois dehors et 6 mois dedans à peu près, voilà. Donc 6 mois dedans parce que c'est l'hiver et puis plus on est en altitude et moins il y a d'herbe disponible pour manger. Donc on est obligé d'attendre la repousse de l'herbe bien après le début du printemps pour pouvoir les remettre au pré. Et après quand on les sort dehors, ici sur notre exploitation, on a une période de transition. Donc là on va la traire dehors avec une machine à traire mobile. Ok. Et après, elle monte 100 jours en alpage parce qu'ici, on a la particularité d'avoir des groupements pastoraux. Donc, c'est ici en Tarentaise, c'est typiquement tarentais et on tient absolument à le préserver. Parce que justement, pendant qu'elles partent dans les groupements pastoraux, donc en alpage, pour pouvoir faire le lait d'été, eh bien, c'est 4 bergers qui s'occupent d'elle, avec d'autres agriculteurs. Donc, on a un troupeau de 200 vaches en tout dans le groupement. Et du coup, ça nous permet de pouvoir faire la fenaison tranquillement sans avoir les contraintes de la traite. Ok, donc ça veut dire que toi, tu montes pas en alpage avec les vaches? Non, du tout. On va leur rendre visite de temps en temps. On va voir si tout va bien pour les bergers. Mais bon, pour ça, on a un gérant et un co-gérant. Donc, le co-gérant, c'est mon associé. Donc, eux s'occupent de gérer les équipes là-bas. Mais nous, on y va pour les contrôles de lait, pour voir si tout va bien. Enfin, on n'a pas ces contraintes. On n'a pas les contraintes de traite. Ok, donc toi, quand elle monte en alpage, c'est un peu les vacances? Pas vraiment, non, parce qu'avant de pouvoir accéder aux vacances, il faut que on prépare l'hiver déjà. L'été, c'est déjà l'hiver. Donc en fait, ici, comme tu as pu le voir, c'est très pentu. Et il faut faire les foins. Donc, et moi, mon rôle, je suis pas très mécanique. Et puis la pente m'impressionne un petit peu quand même, je vais pas m'en cacher. Et du coup, moi, mon rôle, c'est de nettoyer tous les abords, on va dire tous les contours d'arbres, tous les contours de pierre. Et donc je travaille avec mon râteau. Ok. Ouais. À la main. Et tu parlais de machines, avec les pentes comme ça, vous pouvez utiliser des machines agricoles classiques? Alors non, on a du matériel spécifique haute montagne, mais nous, on n'en a pas fait le choix. Pour le moment, on est encore en tracteur. Donc voilà. Et elles mangent quoi, les tarines? Eh bien, les tarines, elles mangent du foin et de l'herbe. Voilà. Okay, donc on n'est pas en bio, mais on est quand même assez proche du bio en fait. Parce que dans le cahier des charges du Beaufort, on est soumis à ce que les vaches mangent de l'herbe locale. On doit être autonome à 80, je ne vais pas dire de bêtises, 80 ou 90%. Et du coup, donc elles mangent le foin l'hiver qu'on a récolté chez nous et elles mangent l'herbe l'été. Ok, et donc le lait, donc c'est toi qui t'occupes de la traite 2 fois par jour, et après tu le transformes ou comment tu le commercialises ton lait? Alors non, nous on fait juste la traite et il y a le ramasseur de lait de la coopérative laitière de Moutier qui vient le chercher. Vient chercher et le lait chaud et le lait froid qui sont essentiels pour une bonne fabrication du Beaufort. Et du coup, on n'a pas de contrainte de transformation parce que... Voilà, la COP le fait pour nous et sachant que nous sommes nos propres coopérateurs dans nos petites coopératives. Donc, oui, tu es adhérente à la COP. Exactement, ouais. Et alors le Beaufort, c'est le fromage? Le Beaufort, c'est le meilleur fromage. Non, il y a plein de bons fromages. On a de la chance d'avoir plein de bons fromages, surtout que moi de base, je viens du nord-est de la France, donc les fromages coulants qui sentent fort, j'en connais plein. Moi, je suis arrivée ici, je ne connaissais pas du tout le Beaufort, parce qu'on dit oui, tu es venu dans zone Beaufort parce que le lait il est bien payé et tout. Eh bien non, bizarrement non, je ne savais pas. Oui, effectivement, on arrive à vivre de notre activité. Donc le Beaufort, il est soumis à un cahier des charges qui est très rigoureux. Et donc on en a 2 sortes, enfin 3 en tout. On a le Beaufort hiver. Donc l'hiver, c'est quand elle mange le foin à l'étable. Donc forcément, le lait est différent. Et on a le Beaufort été. L'été, c'est quand elle mange dehors. Donc là, ça va être un Beaufort un peu plus fleuri, plus fruité, plus jaune aussi. Et puis on a aussi le Beaufort alpage, là c'est quand il est vraiment transformé sur place. Donc nous on fait que Beaufort été et Beaufort hiver à la coopérative. D'accord. Par rapport au lait de notre exploitation parce qu'on ne transforme pas sur place, le lait redescend à Moutier. Et il y a certaines exploitations qui le transforment sur place, donc dans ce cas-là elles peuvent le vendre sous l'appellation Beaufort d'alpage, ouais. Très bien. Bon écoute, je te propose qu'on laisse tes vaches tranquilles et qu'on poursuive notre discussion à l'intérieur parce que on n'a pas parlé de ton parcours encore, qui est quand même assez exceptionnel, donc ça va être l'occasion d'en discuter ensemble. Ça marche, avec plaisir. À tout de suite. Bon,
Bon, nous voilà revenus à l'intérieur, au calme. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ton parcours. Ça a été quoi le déclic pour toi de devenir agricultrice ? Eh bien, c'est un gros burn-out. J'étais au fond du trou, comme on dit, parce que je trouvais plus de sens à ma profession d'aide-soignante, dans lequel le contexte avait beaucoup changé. Et voilà, on est en burn-out, mais il faut savoir pourquoi ça arrive et le message caché derrière tout ça. Et le message, c'était que il fallait rebondir. Et j'étais vraiment pas bien. Et un jour, j'ai retrouvé de l'espoir et j'ai eu un appel vers le milieu agricole tout en regardant le journal télévisé de 13h. Genre, t'as vu un reportage Oui, et tu t'es dit, c'est ça que je veux faire ? Ouais, c'est ça. J'ai vu le reportage. C'était à l'époque des transhumances, quand les vaches montaient en alpage. Et mon mari était là et je lui ai dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Ça, c'est fou parce que l'élevage laitier, en plus, c'est quand même quelque chose, quoi. Enfin, et puis, t'étais complètement hors cadre. Personne de ton entourage n'était agriculteur ? Non. Effectivement, j'ai personne de ma famille. Moi, je viens plutôt d'un milieu ouvrier. Et d'autant plus que on est ardennais de base et maintenant, on est en Savoie. Donc, pas de connaissances, pas de connaissances de la région non plus. Et puis, on a tout quitté, on a tout plaqué et on a tenté. Et alors, comment ça s'est passé ? Par quoi vous avez démarré ? Comment on s'y prend ? Parce que déjà, moi, j'ai monté mon entreprise. Je vois c'est dur de savoir comment on monte une entreprise, qui c'est qu'il faut aller voir, qu'est-ce qu'on fait pour monter une entreprise. Mais alors, dans l'agriculture, avec toutes les institutions qu'il y a, la SAFER, les chambres, je me dis, on ne doit pas au début savoir par quoi commencer, non ? Eh bien, de base, même quand on n'est pas du milieu, tout le monde a déjà entendu parler des chambres d'agriculture. Donc, du coup, on s'est tout de suite tourné vers la chambre d'agriculture des Ardennes à l'époque. Mais par contre, comme il n'y a pas forcément de lien et que chacun essaye de préserver ses potentiels candidats à l'installation, il a fallu qu'on franchisse le cap et que mon mari parte d'abord dans un premier temps tout seul en Savoie pour se mettre en lien avec la chambre d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc. Parce que vous, il n'était pas question de rester dans les Ardennes ? Non, parce que ça me faisait un petit peu peur. Il y a des petites structures extensives, mais voilà, j'ai perçu que c'était plus vers l'intensif et c'est pas ce que je voulais travailler. Non, je voulais pas exercer dans ma région. Et donc, ton mari est arrivé en Savoie seul ? Oui, il est arrivé tout seul. Vous aviez des enfants déjà ? Oui, 3 enfants. Donc moi, pendant ce temps-là, j'étais toujours en burn-out. J'ai fait une demande auprès de l'hôpital public pour lequel je travaillais pour une formation professionnelle parce que mon mari, lui, il avait déjà le diplôme. Il avait un bac agricole qui ne l'a jamais exploité. Donc, il avait juste fait ses stages pendant l'école et c'est tout. Il n'a jamais travaillé dans le domaine agricole. Et moi, j'avais rien du tout. Et or, pour pouvoir, on va dire, s'installer correctement, il faut un minimum de connaissances. Donc, j'estimais qu'il fallait au moins se former au niveau du bac responsable d'exploitation agricole. Donc, j'ai repris mon petit dernier. Il avait 9 mois. Cyril est parti en Savoie tout seul. Et moi, je suis restée dans les Ardennes avec les 3 enfants. Et j'ai débuté ma formation. Ardennes-Savoie, il y a combien de routes ? Il y a, on va dire, 8h30 de route. Ah ouais, c'est vraiment pas à côté, il est parti, quoi. Parti, ouais. Et toi, ta formation, quand tu as commencé à la suivre, tu t'es tout de suite dit que c'était ça que tu voulais faire ? J'ai eu pas mal de questionnements. Ça serait se dire que oui, c'est ça que je veux faire et c'est ça que je ferai. J'avais l'objectif et tout ça, mais j'ai eu des périodes de doute aussi. C'est pas forcément inné et facile de trouver sa voie non plus. Et c'est ça, de toute façon, qui nous conforte dans notre choix. C'est le fait de se poser des questions, les bonnes, et nous ouvrir à plusieurs éventualités. Donc maintenant, je suis sûre de mon choix, oui. Ouais, et puis j'imagine qu'il y a un décalage entre l'image qu'on se fait du métier et quand on est confronté à la réalité aussi, notamment au début en passant le diplôme, etc. Ah mais carrément, ouais, carrément. Oui, parce que moi, avant tout, ce qui m'a attiré, c'est l'animal en soi. C'est la vache, c'est l'animal. Mais ouais, on n'est pas dans un monde de bisounours, quoi. J'ai pris connaissance du monde agricole réellement, quoi. Et du coup, donc en arrivant en Haute-Savoie, en Savoie, pardon, parce que je fais que me tromper et je me fais gronder en Savoie. Comment il a été reçu, ton mari ? Est-ce que la région lui a tout de suite plu ? Est-ce que là aussi, vous avez douté sur la région ?
Oui, il avait beaucoup de choses qui portaient sur ses épaules parce que, on va dire, entre nous deux, enfin, on fonctionne beaucoup tous les deux, mais je suis quand même un petit peu le moteur. Enfin, comme il dit, je suis sa tête, il est mes jambes. Donc, c'est lui qui est venu en Savoie. Et donc, dans un premier temps, en se mettant en lien avec la Chambre de l'agriculture, on a pu accéder au répertoire des installations. Et on s'y est inscrit d'ailleurs. Le répertoire des installations, ça répertorie justement toutes les exploitations qui sont éventuellement à reprendre, à vendre, etc. C'est ça ? Exactement, c'est ça, ouais. Qui cherchent ou des associés ou alors en reprise d'exploitation agricole. Donc du coup, on a passé des heures et des semaines et des mois au téléphone, à beaucoup discuter, à beaucoup échanger. Et du coup, il a ciblé des exploitations. Alors on a cru faire un choix stratégique, en choisissant une personne déjà assez âgée, qu'on était sûr qu'il allait partir. et en fait... à la retraite. Et en fait, on s'est complètement planté parce que le monsieur, il est encore au pied de ses vaches. Et il n'était pas du tout prêt à céder, en fait. Et il y a eu à ce moment-là un problème de communication où les choses, elles n'avaient pas été dites, où vous avez pensé que vous alliez le reprendre là parce qu'il avait 68 ans et que c'était bon, qu'il voulait lâcher du lest, et alors qu'en fait, lui, il n'avait pas du tout ça en tête, en bon agriculteur. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, lui, tout ce qu'il nous demandait, il ne l'a pas dit ouvertement, mais je pense qu'il attendait de ne plus être là parce qu'il ne concevait pas sa vie autrement. C'était vraiment quelqu'un de très attaché à son exploitation, à ses vaches et à sa vie, tout simplement. Donc, en gros, il ne nous l'a pas demandé ouvertement, mais j'ai bien compris qu'il fallait attendre qu'il décède pour pouvoir reprendre son exploitation, quoi. Et moi, attendre la mort de quelqu'un, c'est pas... Et financièrement, à ce moment-là, parce qu'il faut quand même avoir des économies, ou en tout cas, pour acheter une exploitation, c'est les investissements que ça demande. Comment vous aviez prévu de gérer le truc ? On n'a pas prévu. On l'a pas prévu du tout, en fait. C'est ça qui est rigolo, c'est que on est parti avec aucun bagage, en fait. On avait des toutes petites économies, mais pas de quoi faire une année sabbatique, quoi. Et on est parti de rien du tout. Rien, absolument rien. Et du coup, la banque vous aurait prêté pour acheter. C'était ça le plan ? Après, le plan, c'est que quand tu t'installes sur une exploitation agricole, bien sûr, on regarde la santé financière de l'exploitation. Donc, les banques, elles ne se basent pas sur votre portefeuille à vous, elles se basent sur ce que l'exploitation dégage. Et heureusement, sinon, si les personnes, il n'y avait que les personnes riches qui pouvaient prétendre s'installer dans l'agriculture, ça ne serait pas très cohérent. Ouais, ok. Donc, la banque, vous suivez dans le projet si l'exploitation était viable, quoi, en gros. C'est ça. Ok, donc là, première exploitation, premier capotage, j'imagine la déception qui va avec, parce que vous aviez dû vous projeter dans le truc. Mais carrément, parce que puis on intègre un village et on fait des connaissances, on s'attache à des personnes, c'est tout un ensemble de choses en fait. Et puis s'attacher aussi à des projets, voilà, on avait prévu plein de trucs, j'avais prévu de travailler en double activité, et du coup il a fallu se résigner et respecter ce monsieur, et puis on a décidé de partir parce que ça correspondait pas à nos attentes, mais d'un côté ça nous faisait aussi de la peine parce que ce monsieur, il était déjà bien atteint physiquement et ça nous faisait de la peine. On avait l'impression de laisser quelqu'un avec ses difficultés. Ouais, voilà. Mais on n'avait pas le choix. Si on voulait avancer, on n'avait pas le choix. Et donc à ce moment-là, toi, tu avais déménagé avec les 3 enfants ? Alors, pas encore. Okay. Pas encore, parce que j'ai dû obtenir mon BPREA, mon bac responsable d'exploitation agricole. Et du coup, il a fallu s'occuper de la vente de notre maison là-bas ou de la mise en location. On a d'abord fait une mise en location pour pouvoir même pas avoir un revenu, puisque cette maison n'était même pas payée. Donc, pour avoir un loyer qui amortissait l'emprunt de la maison. Et moi, j'ai rejoint... ça, c'était donc en 2017, je crois. Ouais. Donc Cyril était encore tout seul et il a rebondi sur une deuxième exploitation. D'accord. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi le projet ? Alors, c'était un monsieur également proche de la retraite, mais on va dire en état physique quand même mieux que la personne précédente. Le jour où on est arrivé, grosso modo, il avait l'opportunité d'obtenir de la superficie en alpage supplémentaire. Et la condition, c'était que lui envisage déjà sa reprise d'exploitation, parce qu'on n'allait pas signer un bail pour obtenir de la superficie en alpage avec une AFP, une agence foncière pastorale, sans avoir de repreneur derrière. Donc, si lui,
Cyril était à 3 ans de la retraite, il fallait que quelqu'un suive pour les 2 années supplémentaires de ce bail d'alpage. Il devait donner des garanties, lui. Exactement. Donc on lui a dit, écoute, tu peux être potentiellement preneur de l'alpage à condition que tu envisages ta reprise et que tu te mettes avec quelqu'un. Et mon mari a frappé à la porte quasiment ce jour-là. Et là, en fait, vous êtes allé jusqu'où dans le projet? Vous y avez passé du temps? Alors, on y a passé du temps. L'investissement, enfin, moi, j'avais encore le plus jeune de mes enfants qui était assez jeune, donc j'étais en congé parental. Donc, il n'y avait que Cyril qui était essentiellement acteur dans le projet, mais je le suivais de loin puisqu'on préparait notre installation à tous les deux. Et au final, ce monsieur, on a signé les conventions de l'alpage. Voilà, il a présenté mon mari comme son futur associé et repreneur. Et quand tout a été signé, on était devenus les malvenus. C'est dingue. En fait, il vous a utilisé pour avoir la superficie supplémentaire. Exactement. Mais ça s'est traduit comment? Parce que comment, si vous avez signé les papiers, il peut vous éjecter du GAEC, de l'exploitation et tout ça? Eh bien, oui, là, j'ai pas donné de détails sur le statut de mon mari à cette époque-là. On était passé par un stage région. C'est un stage dans lequel on est rémunéré. Ça donne une aide. C'est la région qui finance. Donc, on a une aide mensuelle pour pouvoir s'installer et pouvoir essayer de se projeter sur une exploitation. Normalement, c'est 12 mois. La région, on avait fait une demande. Donc, ça faisait 2 entreprises sur lesquelles on se cassait un petit peu les dents. Donc, on avait eu un surplus de 6 mois. Donc, mon mari a pu y prétendre pendant 18 mois en tout. D'accord, ok. Et Mais qui est là pour favoriser la reprise des exploitations et aider ceux qui veulent s'installer. Voilà, c'est une petite aide. Voilà, à hauteur de... Enfin, peut-être qu'elle a évolué depuis, mais nous, quand on y était, c'était à hauteur de 800 €. D'accord, par mois. Oui. Ok. Et donc, du coup, il était juste salarié de l'exploitation, c'est ça? Même en fait stagiaire régional. Ah oui, ok. Donc, en fait, le mec, après, il a fait ce qu'il a voulu. Exactement. Après, libre aux personnes chez qui on allait, s'ils voulaient donner une compensation ou pas. Et alors, donc là, deuxième échec encore plus douloureux, j'imagine, parce que ça fait quand même 2 fois, là, on commence sacrément à se poser des questions, non, quand on est hors cadre, qu'on investit autant de temps, d'énergie, d'argent, et pour là, être retour à la case départ. Ouais, oui, forcément. Et puis là, ça s'est un petit peu soldé avec perte et fracas, parce qu'une deuxième fois, on avait investi de l'argent dans des études au niveau de la Chambre de l'agriculture, donc dans des études de bâtiment, dans des études économiques qui nous ont coûté assez cher. Et du coup, il y avait une personne, enfin, il y avait une tierce personne, enfin, une dame du village qui nous a fait beaucoup de tort, qui nous a cassé des voitures, qui nous a fait dévisser des roues de voitures familiales, qui nous a menacés, qui voulait absolument nous faire partir parce qu'elle avait un intérêt, on va dire, dedans, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Okay. Mais ça allait loin. Ouais, carrément. Donc du coup, là, ça a été, on va dire, émotionnellement, ça a été très compliqué parce que ça s'est pas fait... la première exploitation, ça s'est fait proprement parce qu'on est resté dans l'empathie de ce monsieur, on a compris son intérêt, mais là, on nous attaquait par-dessus tout. Donc du coup... c'était très compliqué au niveau émotionnel parce qu'on a vécu des choses de fou. Et là, vous faites le point et vous vous dites quoi? On rentre dans les Ardennes? En gros, ouais, c'est ça. On a dit là, c'est plus possible. Moi, j'étais encore en congé. J'avais la chance de pouvoir être encore en congé parental. J'avais un minimum de 900 € par mois avec mon enfant en bas âge et plus les 2 autres. Donc, on s'est dit, mais là, à 900 € par mois, à 5 ans, on ne peut pas vivre. C'est pas possible. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, encore une fois? Et au final, on aimait trop la vie en milieu montagnard, quoi. Retourner dans les Ardennes, j'aime beaucoup ma région d'origine, je la revendique et j'en suis très fière, mais j'avais besoin de voir autre chose, donc on voulait absolument conserver le milieu montagnard. Donc beaucoup de questionnements, beaucoup d'énergie, beaucoup de plein de choses, quoi. Et après, il y a eu une rencontre qui a un peu... Oui, il y a le GIDA, donc c'est le groupement des agriculteurs du territoire qui ont eu vent de notre histoire et qui savaient qu'on était dans une impasse et qu'on était dans une situation qui était très délicate. Donc du coup, le conseiller de territoire de l'époque a pris contact avec Cyril et nous a demandé de nous rencontrer et puis pour apaiser un petit peu les choses parce qu'on était vraiment, vraiment pas bien. Et au final, il a écouté un petit peu notre récit et tout. Et puis lui, il nous a ouvert l'esprit sur d'autres possibilités de s'installer sur une ferme parce que nous, de base, on voulait s'installer que tous les deux.
Mhm. On voulait pas de tierce personne. Ouais. Et là, il vous a ouvert l'esprit sur la possibilité de s'associer avec quelqu'un qui maîtrise déjà le métier et qui a déjà son exploitation, c'est ça? Exactement. Donc C'est ce qu'on appelle un GAEC. un GAEC. Et du coup, justement, au GAEC du Crécoquet, il y avait le salarié qui s'en allait parce qu'il avait fait d'autres choix professionnels. Et du coup, la personne qui était installée sur le GAEC se retrouvait toute seule. Et dans un premier temps, c'était de pouvoir gagner de l'argent et pouvoir nourrir nos enfants. Donc Cyril a accepté ce poste pour pouvoir nous sauver la mise, mais pas vraiment avec l'objectif de s'installer, parce qu'on était toujours bornés sur le fait de s'installer que tous les deux. Et c'était un peu culotté quand même. Et après quoi, finalement, ça s'est bien passé avec Bruno, vous êtes bien entendus et... De fil en aiguille, oui. Cyril a découvert l'exploitation. On est retourné plusieurs fois rencontrer Bernard Ojida, donc l'ancien conseiller de territoire. Et du coup, on échangeait beaucoup avec lui. Et ça nous a ouvert le champ des possibles. Et il nous a vanté les intérêts de s'installer avec quelqu'un, surtout quand on est hors cadre familial. À la montagne d'autant plus, et du coup Et en élevage laitier encore plus. Et en élevage laitier encore plus. Donc on a beaucoup réfléchi, on a pesé le pour et le contre, et la balance a penché vers le pour. Donc d'une période de salariat s'est suivi une période de stage pour moi, et on s'est installé, donc Cyril et moi, en mai 2018. D'accord. Et sachant que je crois que Bruno, au début, n'était pas parti pour installer un couple avec lui. Alors, non, à la base, il partait sur un seul associé. Il aurait préféré que ce soit 3 hommes, mais pas 2 hommes et une femme, en fait. Donc, du coup, il a fallu lui ouvrir le champ des possibles aussi, et lui montrer qu'une femme pouvait aussi servir à quelque chose. C'était pas tant au niveau de la place, c'était tant par rapport à la force, par rapport... Moi, j'avoue, aujourd'hui, je suis peut-être un frein pour eux parce que je ne conduis pas les tracteurs, donc je veux bien reconnaître que je peux avoir des faiblesses, mais tout être humain a des faiblesses. C'est pas un sexe qui a des faiblesses, c'est tout être humain. Et puis aussi, je me mets à sa place, un couple, c'est aussi avec les risques que ça comporte de séparation, de potentiellement de trucs. Peut-être que c'est plus simple aussi de se dire que... Voilà, il y a 3 personnes complètement indépendantes les unes des autres. Exactement, parce que déjà, au niveau du choix dans l'exploitation, si on joue pas les choses honnêtement avec Cyril et qu'on décide de faire de notre couple une force, on pourrait prendre des décisions auxquelles on serait majoritaire et mais on n'est pas des gens comme ça en fait. On essaye de rester 3 associés à part entière, et puis malgré tout qu'on vive en couple en extérieur. Ouais. J'ai 2 questions. La première, c'est quel bilan t'en tires là, de ces 5 années ? Est-ce que tu as des regrets ? Est-ce que ça a confirmé tout à 100% ? Enfin, comment tu vois le truc maintenant ? Alors, notre parcours, il a été chaotique, il a été plein de disputes, il a été plein de larmes, il a été plein de rebondissements, il a été plein de choses. Mais franchement, demain, on me donne le choix de recommencer. Je repasserai par ce parcours parce que les leçons de la vie, elles m'ont ouvert plein de choses au niveau de la réflexion. Et voilà, il ne faut pas s'arrêter sur une embûche, et il faut s'arrêter, observer ce qui se passe et de se dire qu'est-ce qui se cache derrière tout ça en fait. Et à chaque fois il y a des nouveaux rebondissements, et ça c'est génial quoi. Et malgré les difficultés, tout ce qu'on a pu traverser, je ne voudrais pas d'une autre vie que celle que j'ai aujourd'hui. Et ton quotidien actuel, il te plaît ? Ça a confirmé ? Est-ce que on l'a dit, entre le rêve de cette profession et la réalité, est-ce que ça correspondait à tes attentes ? J'ai eu une période de doute aussi parce que j'arrivais pas à vivre avec ma féminité, avec ma sensibilité de femme au sein d'une exploitation. En plus face à 2 hommes, même si c'était mon mari n'a pas toujours été très ouvert. Et du coup, j'arrive maintenant à travers des formations à utiliser ma sensibilité personnelle et ma sensibilité de femme pour agrémenter, on va dire, mon quotidien. Donc moi, l'animal m'importe beaucoup, et autant que possible, j'essaye de faire des formations comme la communication animale. Là, j'ai fait la kinésiologie animale. Donc en fait, ma sensibilité, elle a son importance, et en plus, elle a sa place dans tout ce que je fais parce que je perçois des choses chez les animaux que mes 2 collègues ne perçoivent pas forcément. Oui, tu as plus cette sensibilité-là de sentir les choses. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment avec du recul ?
Non, non, parce que j'avais besoin de passer par toutes ces étapes-là et je pense que rien n'arrive par hasard. Donc, non. Ce qui est fou, c'est que vous soyez autant accrochés. Moi, je suis quand même impressionnée. Parce que, je veux dire, ok, un projet qui capote, ok. 2 projets qui capotent devient moins ok. Et de se repartir dans un 3e, c'est quand même dingue la volonté que vous avez eue. Parce qu'il y en a un des hors-cadres aujourd'hui qui veulent s'installer. Il y en a plein. Qui réussissent, il y en a déjà beaucoup moins. Mais qui réussissent avec autant d'embûches, je ne sais pas combien il y en a. Mais parce que, bizarrement, elle est là, la réussite. Elle est là, elle est à travers tout ça, la réussite. Parce que si on est arrivé sur ces situations, c'est qu'on avait des problèmes à régler aussi avec nous-mêmes. Et donc, en avançant, on réglait ces problèmes et finalement, on n'avance que plus fort. Tout ça, ça a renforcé tout. Ça a renforcé le lien avec nos enfants. Ça a renforcé le lien avec mon mari. Donc maintenant, on est un couple fort et uni, même si rien n'est acquis dans la vie. Et puis, ça a renforcé notre choix actuel, quoi. Ouais. Et finalement, ce qui vous a sauvé, c'est de vous ouvrir aux autres et d'accepter que le fonctionnement de du monde agricole, la réussite se joue par le collectif. C'est peut-être ça qui a fait la différence entre votre dernier projet et les 2 premiers. Oh, mais oui, il faut le reconnaître, effectivement. Mais s'installer avec quelqu'un, c'est pas facile. C'est un quotidien c'est pas facile tous les jours parce que on dit que dans un GAEC, c'est comme un mariage, mais voilà, des fois, même faut bien choisir son associé. Hein. Exactement. Alors même quand on pense l'avoir bien choisi, il y a quand même une personne en face de vous. Même mon propre mari, c'est pas forcément évident. Je connais la personne qui est à la maison, mais le collègue de travail, je ne le connaissais pas. Il a fallu que je le découvre. Donc tous les jours au quotidien, c'est tous les jours de l'avancement, c'est toujours tous les jours du travail personnel sur soi. Et du coup, non, c'est pas facile non plus de s'installer en GAEC, c'est jamais tout beau tout rose non plus. Mais je pense que c'est la solution la plus équilibrée, surtout quand on a une vie de famille, quand on vient pas du milieu et on pouvait prétendre à des vacances. Quand on pouvait prétendre à avoir des week-ends, faire des sorties en famille et tout ça. Donc, si on n'était pas en GAEC, on ne pourrait pas se permettre tout ça. Et en plus de vous être associés en collectif à 3, il y a aussi le GIDA, le fait que vous transformiez avec la COP. Tout ça, c'était peut-être pas dans cette optique-là que tu étais partie au début. Tu voulais transformer ton fromage toi-même. Je voulais créer mon propre fromage et transformer moi-même. Et au final, non. Et je ne ferais pas un autre choix, même maintenant, avec le recul et l'expérience. Non, c'est trop bien. Et puis à savoir que tout ici, en Savoie, tout ce qui est collectif, eh bien c'est à notre propre échelle. On est tous coopérateurs. Et l'histoire, elle est belle parce que maintenant, le GIDA, là, dont tu nous as parlé, t'en es présidente. Et oui, je suis présidente du GIDA de mon territoire. À la base, c'était pas une réelle volonté de ma part de prendre cette place de présidence, mais j'ai senti que tout le monde baissait un petit peu les bras et tout ça, et j'étais une des plus jeunes, même à 44 ans. C'est beau, c'est l'avantage du monde agricole. Comme la moyenne d'âge, je crois que c'est 54 ans des exploitants. Donc du coup, les anciens m'ont un petit peu, on va dire, motivée à faire ça. J'ai eu très très peur, mais vraiment très très peur parce que j'aime bien raconter mon histoire, mais c'est dans l'intimité comme je suis avec toi aujourd'hui. Mais quand c'est de s'exprimer devant des élus, de s'exprimer face au public et tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé de base. Et au final, depuis que qu'on m'a attribué cette place de présidente, j'ai pris beaucoup plus de confiance en moi. J'ai pris beaucoup plus beaucoup plus d'informations au niveau agricole, surtout ici dans notre territoire de Tarentaise. C'est bien spécifique et c'est bien particulier. Donc du coup, voilà, quand il faut aller au-devant des élus, moi le milieu politique c'est pas trop ce qui m'intéresse le plus, mais au final je me suis ouverte à ce monde-là sans trop, on va dire, être acteur, mais pour que tout le monde marche dans le collectif. Donc j'ai plus peur de m'exprimer devant des politiques et devant du grand monde sans lesquels on pourrait pas tourner non plus, il faut le reconnaître. Donc non, j'ai pris beaucoup plus d'assurance et finalement, c'est encore une super histoire, quoi. Mais au début, j'en ai pas dormi, j'en dormais pas. Je dis, mais qu'est-ce que je fais à cette présidence et qu'est-ce que je vais bien pouvoir y apporter? Mais encore une fois, ma sensibilité féminine, je pense que... Et je suis la première présidente du GIDA de Moutier.
Félicitations, Femme. il en fallait une. C'est ça. 2023, enfin. Et tu peux nous redire quand même rapidement ce que c'est le JIDA. On a compris ton mari, au début, il en a bénéficié quand vous vous êtes installés. Mais dans l'objectif, c'est vraiment d'assurer le renouvellement des générations, des exploitations, c'est ça? Alors pas que, non. On a un volet qui assure le renouvellement des exploitations, donc le volet cédant-repreneur avec lequel on travaille en partenariat avec la Chambre. On a notre conseiller de territoire qui fait de ses pieds et de ses mains pour faire avancer tout ça. Donc ça, on est aussi donc, en lien avec la COP, c'est notre coopérative et puis celle d'EM aussi. C'est eux qui nous financent pour qu'on puisse développer ce projet cédant-repreneur. Donc effectivement, dans notre parcours à nous, ça a été très efficace. En gros, vous pouvez tester des exploitations, c'est ça, jusqu'à trouver la bonne, et vous êtes payé pendant ce temps-là pour faire ces tests-là, quoi. C'est ça, c'est un parcours sur 2 phases. Donc on s'adresse au JIDA, voilà, on a un potentiel repreneur. Donc on travaille pour la coopérative parce que bien évidemment, c'est pour pouvoir, on va dire, pérenniser le volume de lait qui arrive à la COP. Donc c'est pour ça que nos COP sont participatifs. Donc nous, on rencontre les personnes, on leur propose 2 phases. La première phase, c'est une phase de découverte dans laquelle les potentiels repreneurs, on les fait travailler une journée par-ci par-là, enfin c'est toute une organisation pour que la personne puisse découvrir les potentielles exploitations avec lesquelles on peut s'associer ou qu'on peut reprendre. Donc la personne est rémunérée, il y a une indemnité de déplacement aussi. Donc elle tourne sur toutes les fermes, mais c'est pas en tant que personne, on va dire, c'est pas voilà, c'est pour aller à la rencontre, pour découvrir, voilà, elle participe, la personne est rémunérée pour participer, mais ce n'est pas un moyen d'avoir de la main-d'œuvre pas chère. Ouais. C'est vraiment une phase, et c'est très suivi. Si la personne se sent mal, elle dit mais je suis pas là dans le fait d'être repreneur ou voilà, j'ai l'impression qu'on m'utilise comme ouvrier agricole. Voilà, et là ça peut pas aller pour nous, c'est contre-éthique pour nous. Donc il y a cette première phase, donc ensuite avant la seconde phase, on demande donc au bout de 6 mois si la personne a flashé sur une exploitation dans laquelle elle se sent bien, dans laquelle elle voit de l'évolution, dans laquelle elle peut avoir un projet de vie aussi, parce que ça peut être un gros GAEC de 5 personnes par exemple, et puis que la personne veut aller travailler sur les pistes de ski aussi. Donc là c'est important d'être à 5, à 3 c'est pas forcément suffisant. Et dans cette deuxième phase, on demande à la personne de se positionner sur une exploitation. Donc de nouveau, la coopérative rémunère 6 mois. Et pendant qu'elle est en phase, on va dire là, elle est positionnée, la personne, elle est sur une exploitation. Et si ça fait, après, la COP continue de participer, on va dire, par exemple, moi j'ai été remboursée, quand je me suis installée, j'ai été remboursée d'une partie de mes intérêts d'avoir emprunté les parts sociales. Donc multiplié par 2, puisqu'il y avait Cyril et moi. Donc on nous a remboursé une partie, la coopérative laitière de Moutier nous a remboursé une partie des intérêts de banque pour lesquels on avait emprunté pour les parts sociales. Après, ils participent aussi dans pas mal de facturations, comme les études économiques et comme les études de bâtiments ou des choses comme ça, quand il y a des projets d'évolution de bâtiments. Ouais, donc il y a un vrai soutien des COP. Aujourd'hui, il y a des vraies choses qui sont mises en place pour assurer ce renouvellement des générations dont tout le monde a besoin, quoi. Exactement, ouais. Ouais. Ça va dans les deux sens parce que la COP a besoin des personnes et la personne a besoin de la COP aussi, quoi. Surtout notre petite COP à petite échelle ici. Oui, dans la montagne. Ouais. Et est-ce que tu n'as pas pâti du fait que, comme tu étais hors cadre familial et que j'ai l'impression, bon maintenant ça fait 3 ans que je parcours les fermes, donc moi je suis complètement biaisée par rapport à tout ça, mais j'ai l'impression que les gens complètement extérieurs au monde agricole, ils ont une vision assez machiavélique presque parfois des institutions agricoles. J'entends par là les syndicats, les coopératives, parfois aussi les banques, les assurances. Est-ce que aussi t'es pas arrivé dans cette optique d'un peu... le mot va être sévère, c'est pas celui que je veux employer, mais un peu tous pourris et je fais mon truc dans mon coin, quoi. C'est ça. Aussi, en fait, on pensait que quand on arrivait, on était des potentiels candidats à l'aliénation, en fait. C'est exactement cette image-là que j'avais. Je dis, mais j'arrive, ils me sautent tous dessus, les colocs, tout était beau, tout était rose. Je me dis, mais c'est trop beau et qu'est-ce que ça peut cacher là-dessous, quoi. Ouais. Moi, je me questionne beaucoup. Et au final...
Eh bien, la première fois que j'ai eu à la maison notre conseiller au niveau des assurances, du coup, quand elle est arrivée, je me suis braquée tout de suite. J'ai dit qu'il y avait bien d'autres choses ailleurs. Et puis ben, maintenant, je sais que c'est quelqu'un sur qui je peux compter, si je peux donner ça comme exemple. Donc, effectivement, ils sont tellement présents, mais en fait, s'ils sont présents, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que c'est eux qui connaissent le milieu. Et c'est eux qui savent ce qu'il y a de mieux pour nous et ce sont nos meilleurs conseillers, que ce soit au niveau bancaire, que ce soit au niveau assurance, que ce soit au niveau de tous les collectifs. Ils savent de quoi ils parlent, quoi. Enfin, Oui, on voit que le monde agricole, il est aussi organisé, pas pour rien non plus, quoi. C'est parce qu'il y en a besoin de ce collectif, de cette organisation. Alors après, c'est à chacun de trouver le modèle qui lui convient et les interlocuteurs au bout qui lui conviennent. Mais c'est vrai qu'il y a besoin de tout le monde sur le maillon de la chaîne, quoi. mais vraiment, vraiment, si vraiment, dès qu'il manque quelqu'un, d'ailleurs, entre-temps, on avait choisi une banque sur notre installation. J'ai pas, au niveau du conseiller, ça a changé de conseiller, on a perdu l'aspect humain par rapport à la personne au moment de l'installation, et j'ai préféré changer de banque avec des taux beaucoup plus élevés, parce que pour moi, Enfin, pas beaucoup plus élevés, des taux un peu plus élevés. Et du coup, on a préféré changer de banque parce que moi, j'ai besoin maintenant, je reconnais, après avoir fermé les portes à tout le monde, après m'être méfié de tout le monde, j'ai besoin d'être accompagnée et au mieux. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est hors cadre et qui veut s'installer comme toi ? Alors si ça peut être beaucoup plus simple, tant mieux. Enfin voilà, mais qu'il faut pas avoir peur des difficultés parce que et voilà, on se servira toujours de ce qui nous est arrivé pour rebondir, forcément, et on retombera pas. Tant qu'on n'a pas résolu le problème, on retombera toujours dans la gueule du loup. Et quel que soit dans les domaines, que ce soit dans le domaine personnel, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine agricole, si ça capote quelque part, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Donc j'ai envie de dire, accrochez-vous, mais oui et non, parce que dire de s'accrocher, ça veut dire que le parcours il est long et chaotique, mais pas tant que ça au final. Enfin, tout passe. C'est ça. Bien sûr, tout ça, notre installation en soi, elle nous a pris 2 ans, mais 2 ans, maintenant ça fait 5 ans, on vit bien, quoi. Il y a quand même cette notion de temps où des fois les gens ils veulent se reconvertir à un claquement de doigts et avoir dans moins d'un an l'exploitation, etc. Il faut quand même prendre conscience que pour que ça soit réussi, il faut aussi prendre le temps de découvrir, de rencontrer les gens, de discuter avec eux pour monter son projet et de prendre ce temps d'échange, quoi, et de compréhension de l'écosystème. Ah, mais totalement. Totalement. Il faut prendre son temps et aussi ne pas hésiter à visiter des fermes, aller à la rencontre des gens, que ce soit des cadres, des hors-cadres. Il ne faut pas être pressé. Et d'ailleurs, c'est ce qui va nous faire remettre en question et qui va nous amener à réfléchir. Et c'est ça qui va nous sécuriser et nous conforter dans nos choix. Donc oui, être pressé, je l'ai été aussi. Je l'ai été aussi, moi, 1 an après, c'est sûr que je vivais de mon beurre, de mon lait. Et en fait, j'en suis pas là aujourd'hui et c'est sans aucun regret. Et je vais passer à la minute économie du podcast. Financièrement, aujourd'hui, vous vous en sortez mieux en tant qu'agriculteur ou en tant qu'infirmier, aide-soignante et menuisier ? Ça va être bizarre ce que je vais dire, mais financièrement, on gagne moins, mais on est mieux. Ouais. Mais on gagne moins. J'avais vraiment une sécurité financière, mais on est mieux. On est mieux, on mange mieux, on mange notre propre production parce que forcément il y a de la réforme et maintenant quand vous voulez remplir un caddie de viande, c'est très compliqué, quoi. Donc là, je sais ce que je mange. Donc ça c'est une économie. On va dire en soi. Quand je regarde ce qui me reste dans le porte-monnaie, il m'en reste plus maintenant. Ouais, t'as moins de dépenses. Exactement. Bon, et l'avenir, tu le vois comment pour clôturer cette interview ? En conclusion à l'interview, l'avenir, je ne sais pas comment je le vois en fait. Parce que tout ça, là, tout ce que je viens de te raconter, c'est ça qui m'a appris à vivre au temps présent. Donc l'avenir, si on regarde tout, finalement, ça fait peur. Mais principal, l'avenir, je ne sais pas si je serai encore là. Donc le principal, c'est d'être bien aujourd'hui. C'est vrai, ça serait une bonne leçon pour clôturer ce podcast. Bon, je vais passer à mes questions de fin. Est-ce que tu aurais un truc pour nous pour étaler notre science au prochain repas entre amis ? Eh bien, alors, c'est que 30% des gens qui s'installent aujourd'hui sont des hors-cadres familiales.
Ah ouais, donc c'est pas rien. Et de toute façon, on va vraiment en avoir besoin parce que je crois que c'est un agriculteur sur 2 qui part à la retraite dans les 5 à 10 ans à venir et dont un tiers qui sera pas remplacé. Donc il y a un vrai sujet de renouvellement des générations pour garder une agriculture française en France. C'est ça, exactement. Très bien. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui te rend fière à toi aujourd'hui de t'être reconverti comme ça et de t'investir dans l'agriculture? Eh bien, c'est la venue de personnes comme toi, en fait, qui nous mettent en avant. Et donc moi, j'ai pas le temps de m'occuper de pages Facebook, de pages Instagram par rapport à mes deux professions. Par contre, on a le syndicat du Beaufort qui ont un super service de com et donc qui s'appelle Fromage Beaufort. C'est sur Facebook, sur Instagram et ils viennent de temps en temps nous voir, nous prendre en photo, nous mettre en lumière, que ce soit le sujet de la femme, la famille, que ce soit les hors cadres, les cadres familiales. Donc, moi, je fais hyper confiance à notre service de com. Donc, je vous dis, c'est Fromage Beaufort. Et on a aussi la coopérative laitière de Moutier, qui a un site internet et qui s'appelle tout simplement Coopérative laitière de Moutier. Super. Bon, et bien merci beaucoup Alexandrine pour ton accueil, d'avoir pris le temps comme ça de partager avec autant de transparence ton parcours, parce que j'espère que ça servira à d'autres qui veulent se lancer comme toi. Et puis, je crois que tu nous as préparé une soupe au Beaufort pour manger ce midi. Oui, c'est ça. Donc je vais prendre soin de toi. Maintenant que je sais ça, on va raccrocher tout de suite. Et puis, c'est les grèves, il faudra que je rentre après. Je ne sais pas comment, en Aquitaine. Allez, à très bientôt, merci. Merci Louise. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.